Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, chers amis. Bonjour. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je fais cette vidéo intitulée Comment rééquilibrer la balance de paiement du Cameroun. Comment rééquilibrer la balance de paiement du Cameroun. Je précise que ce que nous disons ici peut également s'appliquer aux États de la CEMAC. S'il vous plaît, partagez la vidéo sur votre page, dans vos groupes, sur la page de vos amis. Mettez un like avec votre pouce sur la vidéo si vous avez aimé le contenu, afin que YouTube puisse la proposer au plus grand nombre de personnes possible. Mais également, abonnez-vous et invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne, afin que la communauté puisse grandir. Et si vous le pouvez, souscrivez à notre membership en donnant 1, 2 ou 3 dollars par mois pour le développement de notre chaîne. Voilà. Et ne zappez pas la publicité, comme disait Thierry Roland sur TF1, car la page est monétisée et il faut bien la développer. Je fais cette vidéo pour cette présentation, devrais-je dire, en 2025, pour parler de la balance des paiements. Il ne vous a pas échappé que le 16 décembre dernier, se sont réunis à Yaoundé les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le Tchad et le Congo s'étant fait représenter respectivement par leur ministre des Affaires, de l'économie, des finances et du budget, et le Congo s'étant fait représenter par leur premier ministre. La Guinée équatoriale s'est fait représenter par Théodore Obiang Nguema Bazogo, le Gabon par Brice Clotaire Oligui Nguema, la République centrafricaine par Faustin Touadéra, naturellement le Cameroun par Paul Biya. Donc, tous se sont réunis à Yaoundé. Et à l'ordre du jour, ils ont été rejoints par les représentants de la France, des représentants de la France, des représentants du Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Voilà. Donc, à l'occasion de ce mini-sommet qui a duré le temps d'une journée, a été évoquée la situation, je reprends les propos de Paul Biya, désastreuse dans laquelle se trouve la CEMAC, avec notamment une balance des paiements qui est une balance des paiements qui n'a que 1 mois et demi, 10 tonnes de réserve. 1 mois et demi, 10 tonnes de réserve. Balance des paiements. D'abord, pour que mon audience comprenne bien de quoi on parle, il faut que j'explique la balance des paiements. La balance des paiements, c'est un tableau avec des soldes intermédiaires de gestion. Si on peut dire avec des soldes intermédiaires de gestion, ça veut dire que la balance des paiements, on commence d'abord par calculer la balance commerciale. La balance commerciale, c'est la différence entre vos importations et vos exportations. Si vous importez les matériaux de construction, vous importez les produits pharmaceutiques, vous importez les produits alimentaires, vous importez les produits énergétiques, le carburant, le goudron, etc. Vous importez tout ça, mais que vous exportez par exemple le cacao, le bois, le café, le coton, l'EVA, etc. Donc on fait la différence entre les deux. Et lorsqu'on fait la différence entre les deux, le solde des deux, c'est soit un excédent, si vous avez exporté trop et importé moins, soit un déficit, si vous avez importé plus que vous n'avez exporté. Voilà. Donc, à partir de mon calcul cela, dans le cas des États de la CEMAC, tous sont déficitaires. Tous ont une balance commerciale déficitaire. Ça veut dire que tous les pays de la CEMAC importent plus qu'ils n'exportent, en valeur absolue. Le Cameroun, par exemple, importe plus qu'il n'exporte. Voilà. Donc, ce que je dis pour le Cameroun est valable pour les autres pays de la CEMAC. Ça, c'est la balance commerciale, maintenant. Pour calculer la balance des paiements, c'est-à-dire que ce qui vous reste en termes de trésorerie, la différence entre la balance commerciale calcule les flux, la balance des paiements calcule la trésorerie. Et donc, pour la trésorerie, on ajoute en l'occurrence les transferts, les investissements directs étrangers et les prêts internationaux. Au moins ces trois-là, je vais dire pour simplifier, pour que cela soit, ce que je dis soit accessible au plus grand nombre. Ça veut dire que
Première chose, les investissements. Quand on a la balance commerciale, on regarde les investissements directs étrangers. Quel est le flux de capital ou de capitaux que les investisseurs étrangers ont amené chez vous pour investir, mais également le flux de capitaux que vos agents nationaux ont transféré à l'étranger pour investir. Donc, ça s'appelle les investissements directs étrangers. Il y a ça, les pays africains de la CEMA commencent à être confrontés à ce problème-là, qui n'avait pas avant, parce que avant, tous les hommes d'affaires qui avaient de l'argent investissaient chez eux. Au Cameroun, ils investissaient au Cameroun. Au Gabon, ils investissaient au Gabon, etc. Mais depuis peu, avec la concurrence, avec la mondialisation qui a installé la concurrence, les gens déplacent les flux de capitaux dans nos pays pour aller investir ailleurs. Les Camerounais déplacent l'argent au Cameroun pour aller investir en Angola, pour aller investir en Afrique du Sud, pour aller investir au Kenya, pour aller investir au Rwanda, pour acheter l'immobilier, les maisons au Rwanda. Dans un pays comme le Cameroun, on dit non, voilà, on invalide les titres fonciers, on dit aux gens, allez chez vous, toute une communauté. Ben, la conséquence, les gens commencent à drainer des flux massifs de capitaux pour aller investir dans des pays comme le Rwanda, pour aller investir dans des pays comme l'Afrique du Sud, pour aller investir dans des pays comme le Canada, pour aller investir dans des pays comme Singapour, etc. Donc, ça a un impact parce que là aussi, quand on calcule, alors qu'on n'a pas vu beaucoup arriver les investissements directs étrangers, le solde est négatif. C'est important. Deuxièmement, il faut ajouter les transferts. Donc, les transferts, ça peut être les transferts des dividendes dans un pays que Paul Biya a livré aux entreprises multinationales, soi-disant pour combattre les Bamileke qui ne l'aiment pas. Ben, la conséquence de ça, c'est que vous voyez que ce sont les multinationales qui détiennent les secteurs où les flux de capitaux, où la trésorerie est importante, les télécommunications, l'exploration, production du pétrole. Je peux en citer, je peux m'étendre, mais je n'aurai pas tout le temps. La conséquence, c'est que là aussi, on expérimente des déficits, notamment en ce qui concerne les transferts. Si vous y ajoutez les conventions de non-double imposition que Paul Biya a signées avec les paradis fiscaux et les pays industrialisés, ça fait que les capitaux disponibles qui auraient dû rester sur place pour irriguer l'économie du pays repartent immédiatement. Donc, là aussi, on calcule ça, on soustrait ça de la balance des paiements. Et quand on soustrait ça de la balance des paiements, là encore, on est déficitaire. Prenez maintenant les dettes. Les dettes. Le Cameroun a des dettes qu'il doit payer aux bailleurs de fonds bilatéraux et des bailleurs de fonds multilatéraux. Donc, quand vous mettez encore cette dette-là dans la balance, la conséquence, c'est que ça diminue encore le flux de trésorerie qui aurait dû rester à l'intérieur du pays. Ça veut dire que nous avons des dettes aujourd'hui qui arrivent à maturité. L'argent que nous avons pris chez les Chinois, par exemple, des prêts à 10 ans que nous avons pris chez les Chinois ou des prêts à 20 ans. On a commencé à prendre des prêts à la Chine en 2000. Nous sommes en 2024. Ça veut dire que les prêts sont arrivés à maturité en 2020, en 2010, en 2020. On n'arrive pas à payer ou quand bien même on paye, c'est l'argent qui sort en devise. Donc, vous prenez des prêts bilatéraux, par exemple, comme ce que nous avons emprunté auprès des pays comme certains pays européens. Ça aussi, ça pénalise. Vous prenez des prêts multilatéraux, ce que nous devons à la Banque mondiale, ce que nous devons à la Banque africaine de développement, etc. Donc, quand vous mettez tout ça en commun et que vous faites des calculs, vous dites, voilà, à gauche, les sorties, à droite, les entrées, vous retrouvez rapidement que il y a un déficit important dans la balance commerciale. Donc, je renvoie tout le monde à aller consulter les métadatas à la Banque mondiale ou à aller consulter les statistiques de la BEAC. Il y en a sur le site de la Banque africaine, la Banque des États de l'Afrique centrale. Vous allez vous rendre compte que nous avons une trésorerie qui est essentiellement déficitaire. Nous avons une trésorerie qui est essentiellement déficitaire. À partir du moment où cette trésorerie-là est essentiellement déficitaire, quand on fait les calculs, nous avons un déficit de la balance des paiements. Le problème, c'est que lorsqu'on mutualise ça en tenant en compte, par exemple, le Gabon et la Guinée équatoriale qui ont un peu d'excédent, on se retrouve avec 1 an et demi. Donc, en réalité, c'est la Guinée équatoriale et le Gabon qui payent pour nous autres. Donc, c'est pour ça que vous voyez voir Obiangema arriver, qui à l'époque, arrivé au Cameroun, était reçu par un ministre, arriver et s'asseoir confortablement dans le salon, au même salon que Paul Biya ait croisé ses pieds, parce que c'est lui qui est l'argentier de l'Afrique centrale. Et je crois savoir que le gouverneur de la Banque centrale et peut-être même le gouverneur, je sais pas moi, c'est le président de la commission de la CEMAC, c'est un équato-guinéen. Donc,
Voilà où nous en sommes, avec une balance commerciale déficitaire, structurellement déficitaire. Et c'est un problème qu'il faut régler. Voilà, c'est un problème qu'il faut régler. D'abord, je pense qu'ici, la responsabilité n'incombe pas au chef d'entreprise. La responsabilité est une responsabilité politique. Surtout quand on parle du Cameroun, c'est une responsabilité politique. J'ai souvent entendu dans les réseaux sociaux, oh oui, mais oui, c'est nous du Sud qui faisons rentrer l'argent à l'Ouest, vous êtes seulement les importateurs. Il faut rappeler que le Grand Ouest du Cameroun était un champion de l'exportation. Exportation du café, exportation de la banane, exportation de l'ananas, exportation du cacao, exportation du bois, exportation des agrumes, exportation de beaucoup de choses. On avait un tissu industriel naissant déjà dans le Mungo, aux alentours de Kumba, aux alentours de Tiko, avec la zone industrielle de Hombe. On avait déjà des choses. Mais qui c'est qui a dépossédé les gens des terres, soi-disant qui seraient venus de l'Ouest pour envahir les terres d'Embo? Qui c'est qui a fermé la ligne de chemin de fer qui partait de Douala jusqu'en Konsamba, qui permettait de désenclaver ces territoires-là et rendre compétitif la production locale? Qui c'est qui a fermé la ligne de chemin de fer qui partait de Mbanga pour arriver à Kumba et qui permettait là aussi de désenclaver l'immense production cacaoyère, EVA, café. Cette zone-là était une zone de production, je dis parce que je la connais très bien, pour l'avoir parcouru plusieurs fois. C'était vraiment le grenier du Cameroun. Qui c'est qui a opéré tout ça là? C'est bien Paul Biya qui dirige le Cameroun depuis 42 ans. Donc, on ne peut pas jeter la faute sur des agents économiques, entrepreneurs au ménage, aux planteurs. Et la conséquence, c'est que ça a appauvri énormément le Cameroun. Qui c'est qui avait la gestion de l'ONCPB, du FONADER, de la Banque camerounaise de développement et autres? C'est bien Paul Biya. Qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce qu'il a réussi à préserver ça et garder les missions que Aïe Dioles avait assignées, à savoir financer le monde rural, financer la production agricole dans le monde rural? Non. Tout cela s'est effondré. Non, la conséquence de tout cet effondrement-là a été un effondrement total de l'agriculture d'exportation qui a fait que le Cameroun a commencé à expérimenter une balance commerciale déficitaire. Mieux, à partir du moment où on n'a pas pu aider ces entreprises à se réorganiser pour être compétitifs, la conséquence, donc l'État n'a rien fait pour qu'elles soient compétitives. La conséquence, c'est que les gens, à défaut de se lancer dans l'exportation, se sont lancés dans l'importation. Et encouragés d'ailleurs par l'État du Cameroun. Hein, parce que, disant-il, il fallait casser certaines personnes originaires d'une certaine ethnie. Qui est le reproche qu'on pourra faire à 42 ans de Paul Biya? Ça veut dire cette tendance de ne pas supporter la contradiction. Quand des gens le contrarient un peu, l'instruction est donnée de vous balayer de façon que vous n'existez plus. On ne dirige pas un monde comme ça. Vous vivez aux États-Unis. Vous avez des républicains, vous avez des démocrates. J'ai entendu une femme comme Madame Poueni dire qu'aux États-Unis, les républicains marchent avec les républicains, les démocrates marchent avec les démocrates. Moi, je travaille pour l'un des plus grands consortiums financiers des États-Unis. Les actionnaires sont en majorité républicains, mais toute la clientèle pour qui on travaille, c'est les démocrates. Ça veut dire qu'ils se voient ensemble. Ça veut dire qu'ils font des deals. Ça veut dire qu'ils partent en vacances sur les bateaux. Ils louent des bateaux ici sur le lac Michigan pour aller en vacances. Les clients offrent des croisières à l'entreprise à capitaux majoritairement républicains, il y a aussi les démocrates, offrent des croisières aux clients démocrates pour qu'ils aillent se balader là et respirer de l'air dans la mer. Aller au Canada, aller en Alaska. Je veux dire qu'on ne peut pas diriger un espace où, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, ça devient un ennemi qu'il faut liquider le plus rapidement possible. Ce que nos parents ont hérité d'un type comme Mobutu. Ce n'est pas possible. Donc, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous expérimentons un pays d'abord qui n'exporte, c'est-à-dire que l'économie est devenue extravertie. C'est la première cause des difficultés de la balance des paiements que nous expérimentons. L'économie est devenue extravertie. Une économie extravertie, c'est une économie qui vit de l'importation et qui n'exporte pratiquement rien ou en valeur absolue, ce qu'elle exporte est quasiment nul. Nous avons une économie extravertie. Ça, c'est le côté structurel de l'affaire. Nous avons une économie extravertie. Extravertie. Ça veut dire que nous importons tout. Nous importons les produits alimentaires.
nous importons les matériaux de construction, nous importons les produits pharmaceutiques, nous importons les vêtements, hein, la friperie, les vêtements cousus, etc. Nous sommes un comptoir commercial. Nous sommes un comptoir commercial. Nous sommes un comptoir commercial, je répète encore. Nous sommes un comptoir commercial. Pour ne pas arranger les choses, Paul Biya est allé signer les accords de libre-échange avec l'Union européenne. Ces accords de libre-échange, quand on les lisait dans le texte, je me rappelle avoir fait une tribune dessus, étaient intéressants quand on les lisait dans le texte. Mais j'avais bien dit, à l'époque on disait, vous voyez, c'est intéressant, voilà, le président signe, on va signer, les Européens vont amener les produits chez nous, mais ils vont nous donner de l'argent pour pouvoir relever notre tissu industriel, ce qui fait qu'on sera compétitif pour exporter chez eux. J'avais dit, bah, à l'époque, si tu disais non, on disait, ah bah voilà, vous voulez pas, vous êtes des anarchistes. J'avais dit, qui vivra verra. Et le qui vivra verra est devant nous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voyons? Il a signé des accords, il a autorisé les grandes chaînes de distribution internationale à venir s'installer dans toutes les grandes villes du Cameroun, Douala, Yaoundé, etc., faire un maillage urbain et tout, et importer les surplus de production d'Asie qu'ils n'arrivent pas à vendre. Donc, on déstocke, on vient écouler chez nous, mais en contrepartie, on n'exporte rien. On s'aperçoit que dans tout ça, on lui a fait un chantage sur la banane en disant, bon, voilà, si tu ne peux pas, la banane camerounaise, la CDC, la fruitière de Marseille ne pourra plus entrer dans l'espace européen. Bah, alors que Dubaï, l'Inde, la Chine Dubaï consomme plus de bananes que toute l'Europe. Les Émirats Arabes Unis, je veux dire, l'UAE, la Chine consomme plus de bananes que l'Europe. L'Inde consomme plus de bananes que l'Europe. On aurait dû faire une mission de prospection. Ça permettait de changer, de dire, bon, notre banane, vous n'en voulez pas, on va la vendre ailleurs. Et on développait aussi le marché africain, par exemple en vendant au Maroc, par exemple en vendant en Algérie, par exemple en vendant en Tunisie, par exemple en vendant en Égypte, par exemple en vendant en Afrique du Sud. Et sur ce, on disait, vous écoutez, monsieur, ne signons pas ces accords pour protéger notre marché domestique. On a ouvert, à partir du moment où on a ouvert, les flux de marchandises arrivent, il n'y a rien qui est fabriqué pour compenser cela. La conséquence, c'est que nous sommes en déficit. Et le président qui arrive désormais doit devoir corriger ça. D'abord, en permettant que notre production agricole aille ailleurs qu'en Europe, si l'Europe ne veut pas notre production. On a vu le président Ouattara le leur dire. Si vous ne voulez pas notre cacao, dans un monde multipolaire, nous allons le vendre ailleurs. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Les gens ont commencé à travailler, le cacao africain se vend en Chine, se vend en Inde, les coûts ont flambé aujourd'hui. Que je sache, il n'y a pas eu de guerre. C'est parce que notre élite est paresseuse et ne veut pas prendre d'initiative. Comprenez? Ils adorent bien ça là, ils sont paresseux. Donc il faut d'abord les APE, il faut reviser ces accords. Les dénoncer même de manière unilatérale. Commencez d'abord par trouver une autre destination pour nos produits d'exportation vers l'Europe. Et ensuite, parce que nous sommes dans un monde où l'économie est en plein boom. Ce que nous ne pouvons pas vendre, ce que nous pouvons vendre en France, on peut dire demain qu'on ne le vend pas et le vendre au Canada. Aujourd'hui, nous sommes en position de force. Avec les mutations qu'il y a dans l'industrie dans le monde. Et remettre à plat les accords de libre-échange avec l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi les accords, les concessions que Paul Biya a fait avec la Chine. Il faut revenir sur ces accords-là. Revenir sur ces accords. Amener les gens. L'Éthiopie l'a fait. Je veux dire, je veux pas parler de ça pendant 1 heure de temps. L'Éthiopie l'a fait. Allez regarder, tapez sur Google. Regardez un peu comment l'Éthiopie a renégocié tous ces accords-là. Il les a mis à plat. Conséquent, les Chinois ont commencé à délocaliser en Éthiopie. Fabriquent maintenant en Éthiopie, utilisent les lignes de chemin de fer la navigation sur la façade est-africaine pour pouvoir écouler leur production tout le long des pays de la SADC. Nous pouvons le faire aussi chez nous. Il faut renégocier ces accords-là. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les conventions de non-double imposition. Ce sont des conventions qui disent que quand tu es installé, par exemple, tu es un Asiatique, tu es un Chinois, tu es installé au Cameroun, il y a une convention de non-double imposition. Tu peux, par exemple, domicilier ta holding à Hong Kong et les impôts que tu devais payer au Cameroun, tu vas les payer chez toi à Hong Kong, soit disant que s'il y a un Camerounais qui est en Chine, il va dire que, voilà, quelqu'un va venir être un exploitant de fer au Cameroun. Il ne paye pas d'impôts. Et on dit qu'on ne paye pas d'impôts parce que notre frère De Fongang, qui lui se débrouille là, fait sa petite débrouillardise en Chine, lui aussi ne va pas payer d'impôts. Et quand tu demandes
à nos frères en Chine, est-ce que vous payez des impôts en vertu de la convention de non-double imposition? Il dit qu'on ne reconnaît même pas ça ici en Chine, on paye les impôts. Conséquence, quand les gens travaillent au Cameroun, ils engagent des flux financiers, les flux financiers repartent immédiatement vers leur pays et rien ne reste dans notre pays. Et ça se fait sur le dos de notre balance des paiements. Ça, il faut de notre balance des paiements qui supporte ça. C'est ce qu'on appelle les transferts. L'argent repart immédiatement. Rien ne reste dans le pays pour irriguer l'économie au plan local. Ça nous punit. Non, il est temps que l'État abroge tous ces comptes. Le prochain président qui doit s'asseoir sur le fauteuil du Cameroun, dans les 7 jours suivant sa prestation de serment, il doit abroger unilatéralement tous ces traités de non-double imposition. Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont en train de le faire au Sénégal. Parce que ça a été une clé de la fuite des capitaux. Et je ne veux pas dire certaines choses, parce que dans notre métier, on voit ce qui se passe. Ils vont, en réalité, c'est payez-moi, mais donnez-moi l'argent de vos impôts dans un compte offshore. Ils envoient l'argent à l'étranger. L'étranger, maintenant, c'est viré dans leur compte. C'est des fuites de capitaux. C'est des fuites de capitaux. Quand vous avez entendu au Mali, les Maliens ont mis la main sur le directeur du multinational australienne en disant, monsieur, ici, là, tu n'as pas payé les impôts, tu dois payer. Mais de quoi il s'agissait? C'est de ça qu'il s'agissait. Vous avez transféré à l'étranger, c'est parti dans les comptes de tel, de tel, de tel. Nous avons pris telle expertise internationale, nous nous sommes rendus compte de ça. On s'en fout, ça ne nous concerne pas. Si vous ne nous payez pas ça ici, vous ne sortez pas de chez nous. Ils ont payé. Quitte à vous maintenant d'aller chercher les gens avec qui vous avez fait des deals pour récupérer cet argent. Donc, ces deux postes-là nous assèchent énormément d'argent. Énormément d'argent. Il faut réviser ces accords de libre-échange qui sont tellement déséquilibrés. Il faut mettre fin aux conventions de non-double imposition. Ça va permettre d'équilibrer d'abord la balance commerciale, de rééquilibrer la balance commerciale. Et dans la section transfert, ça va permettre de rééquilibrer. Et les revenus tirés de ça, l'État peut les mettre en place pour permettre un programme de remise à niveau de nos industries, pour accélérer la production agricole, notamment dans les oléagineux et dans plein d'autres marchandises. Deuxième chose, nous allons devoir travailler pour équilibrer notre balance des paiements aussi, pas comme en faisant comme le gouvernement camerounais qui veut encore installer le contrôle des changes, mais en travaillant sur les deux postes qui nous amènent à être déficitaires, notamment les importations de biens, les importations de matériaux de construction. Est-ce normal encore que dans notre pays on importe l'aluminium quand on a la LUCAM? Mais il y a un ministre de l'Industrie qui doit se pencher dessus. Est-ce normal? Nous devions être les champions de la production et l'exportation de tôle. Et bien plus que ça. Est-ce normal que nous en soyons encore là? Dans des secteurs comme le ciment, nous devions être les champions de la production et l'exportation de ciment. Je veux dire, il y a plein d'autres choses. Nous n'y sommes pas. Et ça nous pénalise énormément. Vous comprenez? Je pense que n'importe qui peut comprendre ça. Ça nous pénalise énormément. Voilà. Ça nous pénalise énormément. Il faut que ça change dans les jours qui viennent. Nous devons rééquilibrer notre balance paiement sur la question de l'énergie. Il est temps qu'on se penche dessus. Le premier poste qui déséquilibre notre balance commerciale, par conséquent, notre balance des paiements, c'est le poste de l'énergie. Nous dépendons des importations d'énergie. Quand je dis énergie ici, c'est le gaz, c'est le pétrole, c'est le super, c'est le gazoil, c'est le goudron, le bitume, etc., etc. Et les produits pétrochimiques, dont la polyéthylène, les mousses, etc., etc., les surfactants, les détergents, qui sont les dérivés du pétrole. Nous les importons. Donc là-dessus, la résolution de cette affaire, c'est la politique industrielle. Il est temps que le Cameroun reprenne la main et construise une raffinerie digne de ce nom. Le Niger a déjà commencé à construire. Alors que les gars ne sont même pas au pouvoir depuis 1 an. Nous, depuis 42 ans, on dépendait de la vieille raffinerie conçue à 60 ans, après 42 ans de Paul Biya. Et elle a cramé et rien n'est fait pour la réparer. Elle a abandonné. Il est même temps qu'on l'abandonne et qu'on se mette à construire une nouvelle raffinerie qui raffine notre pétrole et qui fait des produits pétrochimiques, comme sont en train de faire les Nigérians. Je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer comment la construction de complexes pétrochimiques du Nigeria
va permettre, comme on dit, de scale de l'économie. Ça veut dire que de faire que l'économie passe à une autre dimension. Je vais vous expliquer comment on crée la richesse dans un pays, comment on enrichit la population, comment on sort la population de la pauvreté. Ça n'a rien à voir avec la bouillabaisse qu'on lit dans les journaux ou qu'on entend sur les plateaux de télévision, qui est des gens, ce que je sais, c'est qu'ils sont très courageux de venir parler de son ignorance là comme ça. Mais ce qui est là, c'est que ils ne parlent ça que quand ils sont au Cameroun. Quand on leur dit de sortir pour venir à l'étranger, ils fuient. Ils fuient. Donc, il faut que le gouvernement camerounais règle la question de l'énergie. Aussi longtemps que nous allons importer massivement l'énergie, aussi longtemps que nous allons importer massivement les matériaux de construction, les produits alimentaires, etc., nous aurons une balance commerciale très largement déficitaire. Donc, il faut aller puiser dans les réserves. La conséquence, c'est l'augmentation du taux d'épuisement des réserves. C'est-à-dire que les réserves s'épuisent plus vite qu'elles ne devraient l'être et on est en train de s'effondrer. Et là, maintenant, où Paul Biya ne parvient pas parce que sur la table, il ne parvient pas parce que tout le monde, personne n'a envie de faire les affaires avec lui. C'est pas méchant ce que je dis, hein. Les gens n'ont pas envie de faire les affaires avec lui, vu son âge, vu sa longévité, vu les 7 ans qui sont passés, on n'a rien vu. Les gens ne veulent pas lui prêter de l'argent. Alors, les prêts contractés à l'étranger, c'est ça qui irrigue la balance des paiements, hein, après la balance commerciale. Donc, si cet argent ne vient pas, et si les dettes sont en maturité, il faut les payer, ben, la conséquence, ça va être un effondrement. C'est pour ça que vous voyez que le Cameroun se balade partout pour dire, s'il vous plaît, réchelonner. Réchelonner, la Chine a donné 4 ans, les 4 ans sont finis là, en 2024, nous sommes en 2025, il va falloir commencer à payer. Je suis pas sûr qu'on va payer, on n'en a pas les moyens, etc., etc., etc. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, voilà. Donc, il faut régler la question de la balance des paiements. Je l'ai dit et redit, il faut réviser les accords de libre-échange, là, que nous avons signés. Il faut mettre fin aux conventions de non-double imposition. Il faut relancer l'agriculture, les produits d'exportation. Aujourd'hui, la demande en cacao, elle est immense dans le monde. Il faut la relancer. Il faut mettre fin à la guerre en zone anglophone, parce que la guerre en zone anglophone, le territoire de la zone anglophone était un territoire pourvoyeur de devises. Pourvoyeur de devises parce qu'ils exportaient la banane, ils exportaient l'EVA, ils exportaient le cacao, ils exportaient le café, ils exportaient l'huile de palme, etc. vers les pays qui nous produisaient les devises. Aujourd'hui, avec le conflit en zone anglophone, tout ça est à l'arrêt. C'est pour ça que je dis toujours, je me demande si les gens qui dirigent le Cameroun connaissent le pays. Parce que dans aucun pays au monde, un dirigeant sérieux n'aurait laissé qu'on arrive à un conflit armé en zone anglophone. Aucun dirigeant au monde n'aurait laissé qu'on arrive à un conflit armé en zone anglophone, connaissant l'importance de la zone anglophone. Il faut qu'on le dise, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand un non-résident, c'est-à-dire quelqu'un qui réside à l'étranger, arrive dans un pays et dépense de l'argent, c'est considéré comme une exportation. Les diasporas anglophones qui sont remplis à Londres, qui sont remplis au Canada, qui sont remplis en Hollande, qui sont remplis en Angleterre, en Grande-Bretagne, qui sont remplis aux États-Unis, qui sont remplis au Moyen-Orient, qui sont remplis en Asie, à Hong Kong, en Chine, etc., à Macao. Ces diasporas-là, qui sont remplis dans ces pays-là, quand elles arrivent au Cameroun, les dollars qu'elles dépensent là sont considérés comme des exportations. Si elles dépensent pour louer une chambre d'hôtel, pour louer une voiture, pour consommer le carburant, pour manger dans un restaurant, pour dormir, même pour aller se reposer, faire la sieste avec une petite, qu'elle lui masse le dos, tout ça, c'est considéré comme de l'exportation. Ça, il faut le savoir. Ça, il faut pouvoir le dire. C'est considéré comme de l'exportation. C'est de l'exportation. Or, malheureusement, dans notre pays, avec le conflit qu'il y a eu, les gens ont laissé prévaloir leur ego. Force restera la loi. Force restera la loi. Force restera la loi. Et n'ont pas eu. C'est ce que je repousse. Moi, j'en veux à Paul Biya pour ça. À chaque fois. Heureusement que cette fois-ci, ils ont commencé à comprendre. À la crise anglophone, je pense, les a fait réfléchir. Quand les évêques en parlaient, on n'a plus entendu, vous allez voir, on va casser du bois. Non. Parce qu'ils comprennent que s'ils s'amusent là, le nom aussi, ça peut s'enflammer. Paul Biya restera président de Douala et Yaoundé. Et qui vous dit qu'à Douala aussi, ça ne peut pas s'enflammer, il va rester président à Yaoundé. Ils ont fini par comprendre. Donc la crise anglophone nous a pénalisé énormément. Les devises que ramenaient les diasporiens qui rentraient dans le pays, le fait qu'ils aient mis un climat d'insécurité à l'aéroport,
où les gens, quand ils arrivent, ils savent pas s'ils vont repartir sans être inquiétés, intimidés, etc., etc. Beaucoup de gens ne partent plus. Ils partent au Maroc, ils partent même déjà dans l'AES, ils partent en Côte d'Ivoire, ils partent au Sénégal, ils partent au Rwanda. Mais allez au Rwanda, vous allez voir combien de maisons les Camerounais ont achetées. Quand ils vont au Rwanda, ils sont chez eux, ils se reposent. Ils mangent, ils boivent, ils se livrent à toutes les activités qu'ils veulent. Ils prennent leurs avions, ils partent. Toutes ces devises-là, c'est des devises qui renforcent la Banque centrale du Rwanda, qui aurait dû servir le Cameroun. Des décisions que le gouvernement camerounais a prises. Si le gouvernement camerounais, alors que notre pays a un besoin d'1 million de logements, dans ces 1 million de logements, la diaspora est capable d'acquérir la moitié en empruntant les logements. C'est ce que les Rwandais font. Ils font des logements qui coûtent 10-15 millions de francs CFA. Donc 30 000, les gens payent ici près de 30 000. Ils payent cash, ils travaillent, ils reversent à la banque 1000 $ par mois. Donc en 3 ans, 36 mois, ils ont déjà payé ça. Et ils ont une très belle villa au Rwanda. Si le Cameroun avait lancé des programmes comme ça, de construction de ces logements, des beaux trucs, comme vous avez vu les gens construits à Bamenda, c'est l'État du Cameroun qui aurait dû construire. Il dit que voilà, je vais dans le nord-ouest, je construis 5000 mansions, et les 5000 mansions, je les vends à tous les enfants qui sont en Californie là. On les construit en matériaux locaux. L'argent aurait commencé à arriver. Et ça aurait rééquilibré la balance de paiement. Je veux dire, la question de la balance de paiement, l'unique responsable de cette situation, c'est le politique camerounais. C'est le politique. Parce qu'il a failli. Il a failli à réunir les Camerounais. Il a mis en place de la haine, de la discrimination, de la violence, etc., etc., qui a poussé les gens à se détourner de notre pays. Les capitaux de la diaspora ne reviennent plus. Jadis, quand moi j'étais étudiant en France, je rentrais au Cameroun, vous alliez à Aqua Palace, les gars qui font le change avaient, mais il ouvrait son gandoura comme ça, tu disais, bon, j'ai tant à changer. Mais il ouvrait son gandoura comme ça, il te changeait 10 000 euros en quelques minutes. Ils avaient l'argent, avaient le change parce que ça tournait. Aujourd'hui, quand on vous demande, on dit non, non, ils sont tous partis, hein, d'autres sont partis au Canada, d'autres sont... Parce que l'État a créé une situation qui pénalise énormément l'économie. Ce sont les décisions. Donc, je me résume avant de clôturer mon direct. J'ai dit, la révision des accords de libre-échange, tous ces accords-là d'ailleurs, la fin des conventions de non-double imposition, le règlement de la crise anglophone, les incitations pour que la diaspora puisse venir. Le prochain président du Cameroun doit enlever toutes ces taxes bidons qu'ils ont mis dans les aéroports là. Il dit même, faire que quand un Camerounais va aller au Cameroun, il n'y ait pas de taxes, ni pour aller, ni pour revenir, etc., etc. Reconquérir la diaspora camerounaise pour qu'elle puisse revenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 10 millions par an sur le territoire camerounais pour ramener les devises dans le pays, etc., etc. Relancer les cultures d'exportation, l'agriculture d'exportation. Remettre à niveau notre tissu industriel pour qu'il puisse produire tout ce que nous importons. Hein, reconstruire les zones industrielles, remettre le pays au travail. Régler la question de l'énergie en construisant une raffinerie. Parce qu'aussi longtemps que nous aurons une raffinerie, nous allons importer du carburant. Ça n'existe pas un pays au monde. Même les Japonais qui n'ont pas de pétrole sous le sol n'importent pas le carburant. Ils importent le pétrole brut, ils le raffinent chez eux, ils font la pétrochimie, ce qui fait que le brut importé, c'est à peu près 1/5 du chiffre d'affaires total que leur donne leur raffinerie. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que je n'ai pas été très dur, non? J'ai essayé d'être le plus cool possible. Voilà. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une agréable semaine, une agréable journée. Mettez un like sur la vidéo, partagez-la sur vos pages, abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner, souscrivez à votre membership, voilà, et restez scotchés sur notre chaîne car le meilleur est à venir. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une bonne journée. Bye.